Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Premier débat des primaires de droite et du centre. Selon plusieurs sondages, Alain Juppé sort gagnant devant Nicolas Sarkozy. Chômage, impôts, dépenses publiques, retraite, les 7 candidats sont sur la même ligne. Alors avec quelques nuances, qu'y a-t-il de nouveau? On refait le match dans cette émission. Aux États-Unis, un face-à-face Clinton-Trump dominé par les attaques personnelles et les frasques de Donald Trump. Les questions d'économie sont reléguées au second plan. Et pourtant, en matière de fiscalité, d'emploi et de commerce mondial, les divergences entre les deux candidats sont fortes. On en débat dans la deuxième partie de l'émission. Et puis coup dur pour Samsung. Le géant sud-coréen prévoit une baisse de son bénéfice de 3 milliards de dollars. C'est la conséquence de l'arrêt de la production du Galaxy Note 7. Et on en parle tout de suite avec mes invités. Philippe Laenschener est avec moi. Bonjour. Philippe Laenschener, publicitaire, consultant, auteur de Marque France, qui vient de sortir votre livre aux éditions du Cerf. Et puis Marie-Noëlle Lienemann est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sénatrice et candidate à la primaire de gauche. Et enfin Pierre Briançon. Bonjour. Journaliste, chef de bureau au magazine Politico. Alors vous le savez, les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre ont débattu jeudi soir pour la première fois. Alain Juppé reste le favori selon plusieurs sondages. Chômage, impôts, dépenses publiques, retraite, difficile de trouver les vraies différences entre les prétendants. Nathalie Kosciusko-Morizet a évoqué le numérique et le revenu universel. Bruno Le Maire voudrait privatiser Pôle emploi. Nicolas Sarkozy soutient les référendums dans l'entreprise. Sinon, tous sont à peu près sur la même ligne. Réduction des dépenses publiques, baisse des impôts, dégressivité des allocations, chômage. Quelques réactions et on en débat ensuite. Si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Je veux dire que je ne porte de jugement à l'égard de personne. Ce ne sont pas des déclarations qui honorent ceux qui les prononcent. Il faut libérer cette question des 35 heures. Je fais confiance aux partenaires sociaux dans l'entreprise. Et je veux que ça se passe dans l'entreprise. Si dans les 2 ans, il n'y a pas d'accord, l'entreprise peut, je n'ai pas dit doit, mais peut passer aux 39 heures. Je ne serai pas le Martine Aubry de droite. C'est-à-dire qu'on a eu une obsédée des 35 heures, on ne va pas être des obsédés des 39 heures. Il faut prendre conscience du fait que les salariés français travaillent, ceux qui sont à temps plein, en moyenne à peu près 39 heures par semaine. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas obsédé par cette question de la durée du travail. Aujourd'hui, dans la nouvelle société qui est en train d'émerger, les énergies, les initiatives, la créativité, ils sont dans la société, dans les entreprises, dans les associations, pas tellement dans l'appareil politique. La proposition que fait Nicolas Sarkozy, qui intègre le CICE, représente, il l'a dit, 37 milliards. J'en propose 40 plus le CICE, donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même échelle s'agissant du choc de compétitivité. Si vous voulez que tout continue comme avant, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sur ce plateau. Et Marie-Noëlle Lienemann, vous qui êtes candidate à la primaire de gauche, quelle est votre réaction? Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il n'y avait pas de gagnant hier et c'est très barbant. Et sur le fond, ils sont tous d'accord. C'est votre diagnostic? En tout cas, sur la question économico-sociale, ils sont quand même très convergents. Et mon sentiment, c'est qu'ils sont complètement en retard par rapport à ce qui se passe autour de nous dans le monde. Ils sont dans le vieux monde. C'est-à-dire le monde où ils pensent que c'est encore une grosse dose d'ultralibéralisme ou de politique austéritaire qui va permettre de sortir les pays de la crise. La plupart des pays commencent à s'interroger, soit sous la pression des événements, soit parce qu'économiquement, il faut réorienter. Et on a l'impression qu'ils sont il y a 5 ans, quoi. Voilà. Ils sont il y a 5 ans, Philippe Laenschener, c'est votre analyse. Ils vous ont convaincu un peu plus peut-être ou pas du tout? Il y a un domaine sur lequel on peut être absolument convaincu, c'est qu'ils sont de droite. Et je crois que la politique a besoin de gens à gauche, a besoin de gens à droite. Alors Macron veut essayer de faire un pont, très bien. C'est pas, non, je suis pour des choix extrêmement clairs et un petit clin d'œil à Marie-Noëlle Lienemann amical en lui disant qu'on a vu hier soir quand même que le sarkolandisme ça veut rien dire et que on peut décider que la politique de François Hollande est soit inefficace, soit efficace, soit assez à gauche, pas assez à gauche, mais on a vu clairement que c'est pas la même chose que ce qu'on a vu hier soir. Les clivages sont plus clairs. Alors, par contre, il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est cette haine de l'État absolue. Alors là, qui me sidère. Parce qu'on a besoin de routes, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de gens qui nous défendent, on a besoin de chercheurs, que ce soit à la Silicon Valley aux États-Unis ou que ce soit en Allemagne, rien ne s'est fait sans l'aide des États. Et cette haine de l'État me sidère. On peut décider que c'est pas assez efficace, que c'est pas assez bien. Bon. Et la deuxième chose, depuis maintenant 30 ans, que ce soit 1987, la crise, le krach, la dette grecque en 2012, en 2007, comment ça s'est appelé, les subprimes. On sait que de toute façon quelque chose vous prend en planche.
On sait, quoi qu'il arrive. Et donc la question, c'est inévitable. Oui, mais alors justement, hier, c'était dans un monde où tout va bien, les bisounours, on dépense. Mais si la Deutsche Bank, il y a un problème, si le baril du pétrole, absolument, si le baril du pétrole est à $70, etc., si les taux d'intérêt, je rappelle que 1%, quand vous avez 100% du PIB, 1% de taux d'intérêt, c'est 1 point de PIB. Bon, si tout ça, brusquement, vient à advenir, quelle est la marge de sécurité, quelle est leur réaction? Avec tout ce qu'on dépense, je pense qu'on arriverait dans un état justement, il faudrait réduire les dépenses publiques. Pierre Briançon, votre diagnostic. Vous pensez qu'ils ne dépensent pas assez, qu'ils sont trop austères, vous pensez qu'ils dépensent trop? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans la poursuite du hollandisme, dans tout ce qui concerne le discours sur la baisse des charges, le CICE amélioré d'une certaine façon. Doublé pour Nicolas Sarkozy, il veut le doubler. Pour certains, d'une espèce d'ignorance économique patente qui consiste à dire on baisse les charges de tout le monde, alors qu'on sait très bien qu'au-delà d'un certain niveau, ça n'a plus aucun sens, et que c'est sur les bas salaires, s'il faut le faire, qu'il faut se concentrer. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Deuxièmement, en ce qui concerne la partie dépenses et coupures dans les dépenses, alors là, c'est toujours les fonctionnaires en beau dos, j'étais frappé par l'absence de définition de ce qu'ils feraient. Je ne les trouve pas ultra austères, parce que personne ne s'est engagé sur les 3%. 300 000, 500 000 fonctionnaires en moins. Oui ou non qu'on leur demandait, personne ne s'est engagé sur les 3% qui sont demandés par l'Europe. En fin de mandat. Sur le déficit public. Tous sur le déficit public, la limite. 5 ans, monsieur le bourreau. Au bout de 5 ans, peut-être, on y arrivera, alors que le gouvernement que vous ne défendez pas est toujours sur une optique théorique d'y arriver l'an prochain. Ils disent rien sur l'investissement public. Le grand débat européen aujourd'hui, c'est on abandonne la fameuse austérité, la rigueur et la règle dite d'or. Ils veulent au contraire baisser les dépenses publiques. C'est ça leur credo. Oui, enfin, baisser les dépenses publiques, il faudrait dire lesquelles et pas seulement les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de positif. Il y a très peu de discours positifs à part cette espèce de généralité qui consiste à rendre leur liberté aux entrepreneurs. Là, ils étaient tous unanimes. Je pense qu'ils ont quand même une petite tendance de gauche, mais malheureusement, on a l'impression qu'elle n'a pas travaillé le sujet qui était Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce serait un peu celle qui serait le plus proche, peut-être. C'est la seule qui dit qu'elle ne veut pas les 3% tout de suite. Hein. Les autres disent on n'y arrivera pas. Les autres disent on n'y arrivera pas, on y arrivera. Elle a parlé un peu de numérique aussi. Avec une flat tax à 20%, il vaut mieux ne pas vouloir les 3%. Elle a parlé des travailleurs, des nouveaux travailleurs dans le numérique. C'est intéressant. Ça l'a dit, c'est un vrai sujet. Et du revenu universel, d'ailleurs. Alors bon, je vais Marie-Noëlle Lienemann, pour revenir justement sur tout de même ce bilan. Donc, investissement public, c'est ce qu'il faut faire. Vous, c'est ce que votre contre-proposition. Ma contre-proposition, elle a 2 pieds dans la relance. Moi, je suis pour assumer l'idée qu'il faut relancer l'activité. Malgré les 57% de PIB de dépenses publiques en France, parce que c'est ça en fait qui remet en question. La question d'abord, c'est que je pense qu'il y a des dépenses publiques qui ne sont pas opérationnelles, et particulièrement la généralisation du CICE, qui me paraissait, il fallait le cibler et éventuellement le conditionner. Donc deuxièmement, pourquoi je préconise une relance? Parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, on ne sera pas tiré par la demande extérieure. Et dans un pays qui a besoin qui a tant de jeunes, il faut une croissance. Et cette croissance, elle doit avoir 2 piliers. Un premier pilier, pouvoir d'achat, parce que d'abord, je ne crois pas qu'on sort un pays d'une crise si on ne répond pas aux problèmes des gens. Or, aujourd'hui, il y a un problème de salaire pour une partie des gens. Il y a tant de travailleurs pauvres. Il y a un problème de petite retraite. Il y a un problème de pouvoir d'achat, coût du logement, etc. La baisse des charges, ça rend un peu le pouvoir d'achat. Non, tout à fait juste avec des propositions comme ça. Non, mais d'ailleurs, ça a entraîné l'augmentation des salaires. Alors, le CICE a entraîné l'augmentation des salaires. Oui, mais pas des bas salaires. Quand vous regardez c'est pas les bas salaires. Or, justement, ça consommation populaire. Deuxièmement, un gros problème d'investissement en France. On n'investit pas assez. Et moi, je n'oppose pas investissement public et privé. Je dis qu'il faut un programme massif d'investissement public à condition qu'il soit adossé à si je puis dire, des plans de filière. C'est-à-dire qu'on investisse du public dans des secteurs où... Ça n'a pas entraîné une augmentation des importations, la Marine. Mais non, mais justement, alors, je vous relance. Attendez 30 secondes. Pourquoi est-ce qu'on va acheter français plutôt alors on arrête, chinois, alors là, est-ce que la politique qu'on a amenée a baissé nos importations? Non. Est-ce qu'ils ont augmenté nos exportations? Non. Alors déjà, il vaut mieux si... À chaque fois qu'on a fait de la relance en France, y compris en 75, Jacques Chirac, il y a 30 ans. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est différent. Il y a d'ailleurs une étude du Sénat qui l'a bien montré, c'est qu'aujourd'hui, les couches populaires, je ne parle pas des couches aisées, consomment hexagonales à peu près à 70%. Et pourquoi? Parce que le poids des services dans notre consommation est devenu de plus en plus important. D'ailleurs, regardez vos charges logement, assurance, machin, etc. La nourriture, donc vous dites qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, l'activité pour les enfants, et les pouvoirs d'achat ne créent pas... C'est pas un type de politique. C'est toujours le même obstacle. C'est pas un type de politique qui boucle les comptes finalement. Parce que j'entends que vous
pensez que la dette, par exemple, le niveau de la dette est sans doute un problème secondaire à court terme, mais il vous rend compte, à un moment donné, vous avez rendez-vous avec ce fardeau financier. Alors, je vais vous dire comment je suis d'accord. Les appels à je suis d'accord avec vous sur le fait que ça ne règle pas tout, mais je vais vous dire pourquoi je pense quand même que c'est la période. On n'a pas de croissance extrême. Très vite, Marine. Vous investissez 100 aujourd'hui. Le FMI vous dit qu'il y a un coefficient de 1,7. Donc, vous avez 170 d'effet PIB. Et vous avez en France 45% de prélèvements obligatoires. Donc, vous vous retrouvez avec 80. Donc, vous avez dépensé 100, vous retrouvez 80. C'est évidemment un peu sommaire. Ça n'est pas l'instant T, mais dans la longue durée. Et pour qu'il y ait un cercle vertueux, moi, je dis que dès qu'on est au-dessus de 2% de croissance, on se fixe une part de cette croissance pour rembourser la dette ou pour réduire nos déficits. Donc je pense qu'il y a moyen de faire à la fois une relance... Vous prenez le contre-pied, en tout cas, des programmes de cette primaire à droite. Très clairement, Philippe Netschellian, vous voulez peut-être répondre. Pour avoir 2% de croissance, il faut qu'il y ait des entreprises françaises qui puissent se développer, créer, exactement. etc. Il faut qu'elles aient des carnets donc il faut baisser les charges. Et il faut aider leur modernisation. Ça veut donc dire que c'est ce point-là. Je ne dis pas qu'il est contradictoire. Je dis qu'il est... C'est comme des choses qui confluent. Exactement. Et tout ça a un coût, les investissements d'un côté. Oui, mais ça veut dire que c'est de la formation. Exactement. C'est un ensemble de choses, mais ça veut dire que ça veut dire qu'une une relance par la consommation ne répond pas à la question qui est comment fait-on pour avoir des champions français. Comment fait-on pour avoir dans le contexte actuel, c'est beaucoup et c'est loin. Et si je peux me permettre, dans un contexte de croissance globale très 2% supplémentaire. 2%, c'est encore. Oui, mais je rappelle que les États-Unis sont à 2%. Non, mais attendez, ça montre le chemin. Les États-Unis sont à 2%. Mais d'accord, mais alors, donc la difficulté d'être à 2%. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut une action très volontariste pour l'atteindre. Où l'État, dans lequel, je vous dis, d'un côté, il y a de la dépense publique et une partie n'est pas de la dépense budgétaire. Je vous rappelle qu'une partie de l'augmentation des salaires est absorbable par les entreprises parce qu'elles ont eu du CICE qui n'ont pas été... elles retrouvent leur marge, manifestement. Mais je suggère une autre réforme qui est celle du mode de calcul des cotisations sociales. Et moi, à la différence de la TVA sociale, je pense que c'est une contribution sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la richesse. On ne peut pas rentrer dans les détails. Ce qui permet de mieux répartir la charge, moins sur les PME et sur les entreprises de forte... Voilà, en tout cas, on aura l'occasion d'entendre votre programme dans encore plus de détails dans les mois qui viennent. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. C'est trop court. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie. On va parler de Donald Trump et Hillary Clinton. Programme économique, bien sûr.